J'ai fait une prépa à Paris et après donc, j'ai été pris à Supaéro à Toulouse. Donc je rêvais de travailler dans le spatial. Je passais beaucoup aussi de mon temps d'école à réfléchir sur comment être utile. Et en deuxième année, j'ai découvert la question du changement climatique qui m'a passionné. En fait, je cherchais un grand défi et puis ça me paraissait quelque chose d'assez stimulant. Toute la fin de mon cursus, j'ai vraiment tourné vers la question de l'écologie, du développement durable. Et donc à la fin de mes études dans le spatial, j'ai vraiment été focalisé spatial à Supaéro. Donc je suis rentré au CNRS tout de suite à la fin de mes études comme ingénieur de recherche sur la question du climat. J'ai participé au rapport du GIEC de 2007. Pendant 2 ans, j'ai fait de la recherche. Et après, j'ai voulu redevenir un peu ingénieur, disant que c'était un métier plus opérationnel. Et donc là, je suis devenu spécialiste en fait des questions de bilan carbone. D'abord pour la gouvernance du CEA. J'étais en charge de la gouvernance carbone de l'ensemble du CEA. Et après, je suis devenu consultant indépendant. Quelles sont les responsabilités principales auxquelles un ingénieur sera confronté demain ? Alors, moi, pour la question de l'environnement en particulier, on a souvent tendance à penser que les réponses sont avant tout technologiques. Moi, j'y crois pas à ça. Je pense que les réponses, elles sont à plein de niveaux, mais en partie technologiques. Donc, je pense que l'ingénieur, dans ce rôle-là, il peut aider à construire des systèmes et des solutions, notamment sur la question du changement climatique, la question de la biodiversité, etc. Aussi à intégrer le monde qui est en train de changer, intégrer des nouvelles valeurs qui sont à mettre en avant. Pour l'ingénieur, c'est aussi une question de survie économique, c'est-à-dire que les personnes qui arriveront à bien réussir plus tard seront celles qui auront intégré ces contraintes. Notamment, je pense au fait que plus tard, l'énergie va coûter beaucoup plus cher. Donc les entreprises qui réussissent, ce sont celles qui auront anticipé cette hausse du prix de l'énergie en trouvant des solutions moins énergivores. Voilà, donc le rôle de l'ingénieur, c'est aussi d'anticiper ces changements en cours et de préparer l'organisation à ça. Est-ce que c'est une question qui est générale au sein des ingénieurs qui travaillent au CNRS ou au CEA, ou alors tu étais plutôt une exception moi, quand je travaillais, c'était en 2007, 2008, 2009, j'avais encore un métier encore un peu technique. J'étais quand même entouré de gens qui avaient des profils très tournés vers l'écologie, le développement durable. Donc autour de moi, oui. Les chercheurs en climatologie, les ingénieurs sur la question du bilan carbone, évidemment, il y avait une forte conscience de ces enjeux-là. Je pense que les ingénieurs sont globalement plutôt plus conscients que la moyenne de la population sur ces enjeux. Après, la difficulté pour beaucoup de jeunes qui sortent d'école et qui ont envie de travailler sur ces questions-là, c'est de trouver du travail. Et là où je pense qu'il y a un enjeu, c'est que quel que soit le métier qu'on fait, le type de domaine en tant qu'ingénieur, je pense qu'on peut faire sa part, on peut contribuer que ce soit sans forcément devenir un ingénieur spécialisé sur les questions de développement durable. De partout, il y a besoin de gens qui prennent en compte cette contrainte. Comment faire en sorte de trouver un travail qui fasse sens lorsque l'offre n'est pas toujours au rendez-vous ? Déjà, moi je pense que quand on a un rêve, quand on est passionné, souvent on y arrive. Pas toujours, mais souvent. Donc moi j'encourage évidemment chacun à réfléchir sur vraiment ce qu'il a envie de faire. Quand on est jeune, on sort des études, c'est pas d'être déjà résigné et d'aller juste vers un travail parce qu'il faut avoir un travail. On a la possibilité de rêver et puis de tenter des choses. En plus, moi je sais que mon parcours le montre qu'en tant qu'ingénieur on peut vraiment faire beaucoup de choses. Moi j'ai 35 ans, j'ai déjà fait au moins 5 métiers différents. En tant qu'ingénieur, on a vraiment plus appris à réfléchir beaucoup de choses. Des compétences techniques qu'on apprend en école d'ingénieur, moi j'en ai jamais rien fait quoi. J'ai jamais utilisé ce que j'ai appris à Supaéro d'un point de vue technique. Par contre, j'ai appris à avoir confiance en moi, appris aussi à manipuler des outils qui me sont aussi bien utiles quand je fais un bilan carbone que quand je gère une association, que quand j'ai construit des bâtiments en éco-construction. Voilà, cette même logique-là peut s'appliquer dans plein de domaines. Moi aujourd'hui, je dirige un mouvement citoyen sur l'écologie de 300 000 sympathisants. Ça n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai appris à Supaéro. Et pourtant, je le fais et ça se passe plutôt bien. Et pour diriger donc une structure, on a souvent tendance à vouloir embaucher des profils peut-être plus Sciences Po ou des profils comme ça. Mais en fait, les ingénieurs apportent vraiment quelque chose dans les structures. Ils ont une capacité à apprendre vite et aussi à manipuler des chiffres et des données complexes qui est précieux. Donc un des vrais enjeux par contre pour ça, et ça c'est important, c'est en parallèle de nos études d'ingénieurs, c'est d'ouvrir un peu nos possibles au travers des activités périscolaires qu'on peut faire. Dans les grandes écoles, on a souvent la chance de pouvoir faire plein de projets. Donc ça, c'est dans un CV, ça compte, bien plus qu'on imagine. En tout cas, moi, je recrute une personne plus sur ce qui a marqué à la fin de son CV dans ses expériences scolaires
plus que simplement sur son diplôme, ça montre aussi le champ de compétences. Donc, ce que j'ai fait à la fin de mes études, c'est que j'avais l'impression à l'école d'avoir surtout appris des compétences avec un ordinateur, de gestion un peu technique de projet. Et en fait, je me suis rendu compte en confrontant à des projets assez concrets que ces compétences-là, je pouvais les mettre au profit de plein d'autres choses. Par exemple, j'ai construit des bâtiments écologiques, une maison en paille, terre, avec charbon de bois, des abeilles dans les murs. C'était un espèce de rucher pédagogique, très manuel comme compétence. Je me suis rendu compte que sans forcément à la base être très manuel, le fait d'avoir appris à apprendre, ça me met en capacité assez rapidement de me mettre dans la situation de faire des projets loin de mes compétences. C'est assez rare les métiers qui demandent un niveau de technicité tel qu'on ne pourrait pas les essayer. Genre moi-même en faisant de la recherche, donc a priori on dit c'est super pointu au CNRS, techniquement c'était 10 fois plus simple que ce que j'apprenais à l'école. Mais ce qui est important c'est pas forcément le contenu de la technique, c'est plutôt capacité à réfléchir vite et à apprendre vite. Je voudrais rebondir aussi sur la multi-activité, voilà, l'engagement associatif et professionnel. Est-ce que c'est pas compliqué de trouver un équilibre dans tout ça? Ouais. Bah ça c'est une vraie question. Moi aujourd'hui ma vie est partage entre 3 parties disons. Il y a ma vie privée et familiale, j'ai 2 jeunes enfants, donc ça demande du temps. J'ai mon engagement dans mon travail, qui est en plus un travail associatif, donc qui potentiellement déborde au niveau des horaires, sur les week-ends, les soirs, etc. Et puis j'ai aussi des engagements bénévoles à côté, notamment un lieu de vie que je coordonne, un éco-village que je suis en train de créer. Le fait de pouvoir en même temps avoir des expériences stimulantes intellectuellement, gestion de projet, intime, et puis aussi un engagement associatif, plus en l'occurrence là des enjeux aussi de gestion concrète de projet, puisque je me retrouve encore à être apiculteur, à faire des actions aussi concrètes. Moi en fait ça crée un équilibre en moi. Donc je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse à cette question-là, il y a juste à chacun de tester ce qui nous rend heureux, ce qui nous permet d'être équilibré. Moi en tout cas j'encourage toute personne à essayer d'être dans la multi-activité, d'une part parce que je pense que l'être humain du futur devra faire avec ça, c'est-à-dire qu'on a créé des super spécialisations, mais je pense pas que ça réponde aux besoins de faire grandir l'être humain. Quand je travaillais au CNRS, je me rappelle de plusieurs chercheurs qui rêvaient d'être chercheurs à mi-temps et maraîchers à mi-temps. Maraîchers à temps plein, pour eux ça n'aurait pas été pris parce qu'ils n'auraient pas été satisfaits intellectuellement de leur travail. Mais le fait d'avoir cet équilibre entre une activité purement intellectuelle et une activité plutôt manuelle, il y avait plusieurs personnes que je rencontrais qui étaient intéressées par ça. On a beaucoup développé ce qu'on appelle l'hétéronomie, c'est-à-dire que maintenant l'être humain a une tâche, en gros comme maillon d'une grande chaîne ou d'une industrie, qu'il apporte un seul produit à la société, mais je pense qu'on est fait, et la société aura besoin à l'avenir, de plusieurs compétences. Parce qu'au-delà de la question de ce qui nous rend heureux, c'est aussi le fait que oui, tout ce que je fais en termes de savoir-faire manuel, de compétences, permet aussi de diminuer mes besoins, d'acheter d'autres choses, et donc du coup, forcément, je peux moins travailler. C'est que moi, pendant plusieurs années, je travaillais quasiment pas de façon rémunérée, mais j'étais quasiment que bénévole entre 2000 et 2014, parce que ça me permettait aussi, j'avais peu de besoins, je produisais mes légumes, j'avais construit des bâtiments, j'avais pas forcément beaucoup de besoins. Donc c'est aussi trouver cet équilibre où au-delà du côté de la carrière, etc., comment on peut avoir un mode de vie qui finalement a peut-être moins d'argent, mais répond même peut-être mieux à nos besoins, en diversifiant un peu ce qu'on fait. Est-ce qu'on n'est pas justement formaté par l'éducation et... Je pense qu'on est très formaté. On apprend à des grandes écoles à avoir confiance en soi. On a confiance en soi dans un domaine particulier. Par exemple, on pense qu'on est très bon en code informatique et on sait coder. Moi, je rêverais qu'on nous apprenne aussi à jardiner, par exemple, à subvenir à nos propres besoins, à bricoler. Moi, je vois des gens qui sont ingénieurs, qui savent sur des systèmes super complexes, ils ne savent même pas réparer une chasse d'eau. Ça me paraît extrêmement important dans le monde de demain que les gens se réapproprient cette capacité d'agir, que les écoles d'ingénieurs, de commerce, etc., elles forment pas seulement des têtes bien faites, mais des êtres humains bien faits, avec aussi des capacités de savoir-faire manuel, qui non seulement fera des êtres humains plus heureux, et si on est plus heureux, ce sera aussi des professionnels du coup meilleurs, mais aussi dans notre propre activité, ça peut très bien se compléter. Voilà, l'être humain, c'est pas juste un cerveau, il faut arriver à équilibrer ces parties en nous. Tu penses à une forme d'espèce d'oasis dans laquelle des écoles d'ingénieurs ou des écoles de commerce, etc. pourraient coexister ensemble, mener ensemble des projets avec un sens et un objectif commun. Oui, en fait, je crois beaucoup à la vertu de l'expérience. C'est aussi parce qu'on apprend plus en profondeur quand on touche à des choses. C'est là où le savoir-faire manuel passe rarement par le cerveau. Il passe beaucoup par le fait de répéter les mêmes gestes et finalement de savoir
et reproduire. Donc moi, ce que j'aimerais bien faire, en fait, c'est emmener des élèves, et on le fait déjà, à Colibri, dans des lieux un peu alternatifs, qui puissent expérimenter d'autres modes de vie. Que leur créativité soit nourrie aussi de ce que fait aujourd'hui ce monde alternatif qui expérimente, qui innove, qui invente des choses qui sont complètement, parfois en rupture par la société, mais je pense qu'ils seront le monde de demain. Et que les ingénieurs puissent se confronter à des éco-villages, à des centres agroécologiques, de nouvelles formes de production alimentaire, où je pense qu'il y a l'innovation technologique aussi associée. En permaculture, on peut aussi bien innover que dans les OGM. Et que les élèves ingénieurs puissent découvrir ça sur le terrain, puis voir que ça marche déjà, et qu'il y a des enjeux maintenant de continuer à améliorer, mais aussi de démocratiser l'accès à ces types de modes de vie. Ça, je trouve que c'est essentiel. Il y a un programme aux États-Unis, c'est à l'université de Boston, qui s'appelle Living Roots, et qui a envoyé des élèves de Master 1, en 6 mois dans des grands éco-villages du monde entier, à Auroville en Inde, à Findorn en Écosse, à Crystal Waters en Australie, donc des villages écologiques qui sont très connus, et ils suivaient des cours reconnus dans le cadre de leur master, où ils vivaient dans l'éco-village. Et ça avait une valeur pédagogique importante. Moi, je rêve que quelque chose comme ça se développe dans les grandes écoles en France. Est-ce que tu penses qu'en parallèle de ça, les entreprises ont aussi leur rôle à jouer au sein de ces projets? Il y a une relation intime entre les écoles d'ingénieurs et les entreprises. Comment faire en sorte qu'elles puissent soit y trouver leur place, ou en même temps apporter aussi leur plus-value, sans qu'il y ait ce côté toujours privé, etc. Je pense que c'est un truc, c'est un peu à double tranchant. C'est-à-dire que d'un côté, beaucoup d'entreprises, elles sont parfois plus en avance que les écoles sur les nouveaux besoins de la société. Donc elles s'intéressent par exemple aux questions de nouvelles formes de gouvernance. Là en évasion, on apprend quand même assez peu ces questions de management, de gouvernance. Donc elles peuvent aussi ramener ça comme un besoin auprès des écoles. On a besoin aujourd'hui de personnes qui ne sont pas simplement des techniciens, mais qui savent aussi gérer de la complexité humaine. Quand un projet il échoue très rarement sur les questions techniques. Toujours la question de l'humain qui est centrale dans la réussite ou non d'un projet. L'autre côté de la pièce qui est moins intéressant, c'est que du coup, évidemment, elles vont être dans leur domaine, dans leur silo de compétences. Moi, à Supaéro, évidemment, Airbus avait des demandes assez fortes par rapport à Supaéro, et du coup conditionnait une formation quand même qui était assez tournée vers l'aéronautique. Là où au final, beaucoup d'étudiants qui sortaient de Supaéro n'allaient pas dans l'aéronautique. Et plus les écoles sont généralistes, plus ils ont cette chance d'être finalement nourris par des types d'entreprises différents qui donnent des cursus que moi je trouve intéressants parce que larges. Dans une école, c'est à la fois de répondre aux besoins des entreprises, parce qu'elle a besoin aussi que les gens qu'elle forme puissent trouver du travail, mais d'un autre côté, qu'elle sache aussi être innovante. Parce que c'est ça qu'un manager va chercher quand il va recruter aussi, c'est d'avoir un profil qui n'est pas un copier-coller de celui qu'il a déjà, mais c'est quelqu'un qui vient apporter une plus-value. Selon toi, comment l'engagement associatif dans une structure comme Colibri peut faire bouger les lignes en matière d'écologie, et quelles sont, de façon globale, les plus grandes difficultés auxquelles ces organismes sont confrontés aujourd'hui? Alors, déjà, il y a un changement de la société depuis quelques années qui est vraiment significatif, je pense. C'est qu'on est passé d'une écologie qui attendait que les autres agissent, que l'État agisse, que les gens fassent des bons gestes quotidiens chez eux, à un peu une prise en main citoyenne. Dans beaucoup de domaines, pas que le domaine de l'écologie, c'est ce qu'on appelle une réappropriation citoyenne. C'est ce qu'on voit avec les civic tech, la question de la démocratie. C'est ce qu'on voit avec les écoles alternatives qui pleuvent, il y en a partout qui sont en train de se créer. C'est ce qu'on voit avec les monnaies locales, où les gens se réapproprient aussi la question de la monnaie. Donc dans beaucoup de domaines, les citoyens ont bien compris, ça a été long, mais que c'est pas les politiques qui allaient tout seuls sauver le monde. C'est-à-dire qu'il y avait besoin que nous, là où on est, à l'échelle locale, on trouve des réponses aux enjeux de la société. Donc ça génère en fait une nouvelle forme d'engagement citoyen qui n'attend non pas seulement des ONG de leur dire on vous donne de l'argent pour que vous ayez défendre une cause, ça c'est le modèle assez classique de l'ONG, c'est-à-dire on a plein de sympathisants qui font des dons, et de ces dons on va plaider, donc faire du plaidoyer auprès de la Commission européenne, de l'État, etc. pour éviter que les baleines soient toutes pêchées dans le Pacifique, pour éviter que Monsanto continue à déverser ses produits, etc. Et ça c'est utile, et ça reste. Mais ce qui est assez nouveau, c'est ce qu'on appelle en fait de l'empowerment, c'est-à-dire que c'est les citoyens qui vont vers les ONG, non pas pour que les ONG fassent à leur place, mais pour que les ONG les aident à faire. Et nous, Colibri, on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire que Colibri, c'est un mouvement citoyen qui a pour but de donner du pouvoir aux gens. C'est-à-dire que les gens ils viennent à nous parce qu'ils disent « moi je veux changer mon mode de vie, je veux un mode de vie plus écologique, plus sain, plus solidaire », et ils viennent nous voir pour qu'on les inspire,
pour qu'on les relie et pour qu'on les soutienne avec différents outils de formation, d'accompagnement, etc. Donc ça induit dans les ONG un shift, on travaille à notre propre mort finalement. C'est-à-dire que notre but, les citoyens n'aient plus besoin de nous le plus vite possible. Donc on vient juste pallier au fait que le système aujourd'hui impose aux gens de nager un peu à contre-courant. C'est-à-dire que si aujourd'hui on veut vivre dans un éco-village, on veut être végétarien, manger bio, etc., ce qui est très bon pour la planète, mais ça demande un peu de nager à contre-courant. Donc ces citoyens-là, qui ont envie de faire ça, ils ont besoin de mouvements citoyens pour s'en sentir moins seuls, pour avoir des bonnes idées, pour savoir comment s'y prendre. Et ça, c'est notre rôle. Voilà. Et donc, aujourd'hui, un des enjeux pour une asso comme Colibri, c'est d'essayer de répondre au plus de monde possible, parce que c'est un phénomène qui est large, sans créer de dépendance. C'est-à-dire que Colibri, c'est qu'un outil, finalement, comme toute autre ONG. L'important, c'est ce que les gens en font derrière. Est-ce que tu as lu le rapport Meadows? J'ai lu des résumés du rapport Meadows il y a pas mal d'années, ouais. Mais j'ai jamais lu le rapport complet. Non. Est-ce que tu penses que ces mouvements ils seront assez larges et assez rapides pour vraiment avoir un impact? Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la théorie de l'effondrement? Je sais pas si tu connais Pablo Servigne. Oui, je connais bien, je l'ai rencontré. Alors je suis à la fois optimiste et pessimiste, c'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui pense que le monde va aller mal, c'est-à-dire que les enjeux aujourd'hui sont trop forts pour qu'on apporte des réponses qui empêchent les problèmes. Donc je pense que l'effondrement, par certains aspects, va avoir lieu, pas dans les proportions qui sont signalées par les collapsologues, etc., mais en tout cas qu'il y aura des difficultés. Rien qu'une difficulté pour moi qui va être majeure et qu'on sous-estime, c'est le prix de l'énergie. Quand le prix du baril sera à 300, 400, 500 $, et qu'à la pompe ça nous coûtera 3, 4, 5 euros d'acheter un litre d'essence, ça va aller assez vite et ça va avoir des répercussions assez fortes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'empêcher des choses graves d'arriver, c'est qu'est-ce qu'on fait derrière. Un des enjeux, c'est, à la sortie de cette difficulté, c'est soit le monde s'enferme, typiquement, et ça me fait assez peur, dans des formes d'extrémisme. On voit qu'aujourd'hui, il y a une résurgence des nationalismes, des extrémismes en Occident, qui sont de retour parce que la crise économique est là. La grande question, c'est est-ce que la paix en Occident était une conséquence d'une forme de sagesse, ou d'une forme de surconfort liée à la surabondance de biens matériels. Moi je pense que l'Occident n'est pas si sage que ce qu'il pense être, et qu'en l'occurrence, face aux difficultés qui arrivent, comment l'Occident va aujourd'hui se comporter, je ne suis pas certain que ce soit si positif que ça. Alors on le voit avec l'élection de Trump aux États-Unis, on a une manifestation de cette peur de l'avenir et de la peur de l'autre. Face à ce choix, parce que en gros tout le monde sait que le capitalisme et l'américanisme c'est déjà mort, c'est-à-dire que c'est des modèles qui vont mourir d'eux-mêmes. Plus on continue, en fait, Pierre Rabhi parle, on fait un acharnement thérapeutique sur un corps qui est déjà mort. Pour moi, c'est ça qu'on fait sur le modèle actuel. À un moment donné où il y aura un embranchement, soit on pourra aller vers un monde que je ne souhaite pas, un monde du coup qui sera du repli sur soi, un monde de la violence, un monde de guerre aussi, soit au contraire, il y aura assez d'initiatives positives qui permettront de dire c'est possible, et là il y aura une bascule. Au moment de la crise de 1933, c'est aussi ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a été vers des formes de nationalisme exacerbé en Europe, parce qu'on n'avait pas d'autres réponses à apporter. Moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas de sauver le monde, c'est que le jour où l'être humain le choisira, il y a assez d'exemples concrets et marquants dans tous les domaines pour qu'on puisse shifter sur autre chose. Malheureusement, je crois que la plupart de l'humanité aujourd'hui ne fera pas ce changement assez rapidement, à moins d'être un peu secoué par des événements extérieurs. Moi, je suis plutôt positif dans le sens où je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, même je le sais, et que ces choses ont une capacité d'inspiration, mais je ne pense pas pour autant qu'on va empêcher des catastrophes d'arriver, des difficultés, etc. Donc j'essaie d'être à peu près réaliste. Je pense juste que là où on est, on peut essayer de créer de la résilience, on peut créer des environnements qui nous rendent plus heureux, et que c'est déjà très bien de faire ça. Et justement, tous ces exemples qui marchent bien, de collaboration sur les éco-villages, tous ces exemples-là, est-ce qu'on peut envisager un tel modèle à une plus grande échelle, sachant qu'on a une surpopulation, est-ce qu'on peut élargir ce modèle-là à une société très très grande? Alors, même si c'est compliqué, je pourrais en parler, toutes les études sur tous les sujets montrent que oui. C'est-à-dire on peut produire tout en bio, par exemple. Il y a souvent des contreparties, par exemple manger moins de viande, on pourra produire plus en bio. On peut mutualiser beaucoup plus. Là, finalement, quand on mutualise, on consomme moins de ressources, on consomme moins d'espace. Si plutôt que tous les immeubles à Paris avaient 15 machines à laver dans l'immeuble, il y avait une laverie collective, si on s'organisait pour ça, on consommerait moins d'espace, moins de ressources, moins d'argent, on créerait plus de liens sociaux, donc je vois aucune difficulté technique à ce changement-là. Après, il y a une notion de transition. On parle beaucoup de transition,
Parce que de passer d'un état A à un état B, ça demande de l'énergie, justement. L'énergie physique et aussi un engagement des personnes. On manque un peu d'imagination pour prévoir des systèmes qui seraient résilients, plus solidaires, plus écologiques, etc. C'est pour ça que le film Demain avait vraiment pour but de tracer un petit peu d'une autre société pour mettre les gens en chemin. Et une fois qu'on rentre dans ce chemin, on se rend compte qu'évidemment c'est pas simple, qu'il y a beaucoup de freins, qu'à titre personnel, on peut avoir du mal à changer de travail, à changer de lieu de vie, etc. Mais qu'en tout cas, d'un point de vue purement matériel, c'est possible. Il faut composer du coup avec cette notion des petits pas, c'est-à-dire qu'on ne va pas passer de ce qu'on est aujourd'hui à ce qu'on rêve, soit demain, comme ça, en très peu de temps. C'est d'où l'intérêt aussi de commencer vite. C'est-à-dire que face à un changement brutal, tout être vivant réagit beaucoup plus mal que s'il a le temps d'adapter. Plus tôt on commence cette transition, plus elle sera à la fois agréable et elle sera choisie. Moi, c'est ça qui me fait un peu peur dans le fait que on attend beaucoup avant de se mettre en mouvement. C'est le fait que si justement c'est le prix du baril qui passe du jour au lendemain, qui fait x2 ou x3, là ça va faire mal. Alors que c'est déjà un petit peu désintoxiqué d'énergie et de surabondance de ressources, et on le vivra beaucoup mieux. Est-ce que finalement, cet effondrement énergétique ne serait pas un mal pour un bien, pour inviter les gens finalement à collaborer, à coopérer? Oui, mais après, dans l'effondrement, il y a une notion aussi de vitesse. En tout cas, on est dans une forme de décroissance à plein de niveaux, au niveau de la consommation d'énergie, au niveau aussi même économique. Je pense qu'on n'y coupera pas, quoi qu'on veuille aujourd'hui. De la même manière que le changement climatique en tant que tel n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est sa rapidité. Si le changement climatique, au lieu de passer en un siècle, il se passait en 100 siècles ou 1000 siècles, les espèces végétales auraient le temps de migrer. Le frêne qui va disparaître de la France parce que bientôt le climat sera plus adapté au frêne, il y aurait pu y avoir des changements ou des migrations possibles de ces espèces. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est la question de la vitesse des processus. Même si on ne se rend pas forcément compte à notre échelle, à l'échelle de l'humanité, ça va très très vite. Tout bouge très très vite. Donc moi, dans l'effondrement, ce qui me fait peur, c'est cette notion de vitesse, où à mon avis, l'être humain, s'il est trop soumis à des contraintes rapides, il ne réagit pas très bien. Et là où on a important aujourd'hui on va dire, comme disait un philosophe, qu'on se met à croire ce qu'on sait, c'est-à-dire qu'il faut intégrer vraiment le fait qu'on sait, que ça va devoir changer, et que on se mette déjà en mouvement. Moi je sais pas, peut-être qu'ils ont raison, que l'absologue, peut-être ça va être très brutal et très fort, je suis pas spécialiste aujourd'hui, mais j'espère qu'on saura le plus possible anticiper ces choses-là. Est-ce que finalement on n'a pas un rôle en tant qu'ingénieur dans le développement des low-tech? Est-ce que c'est pas une solution finalement technique, en partie, pour ces problèmes de société? Je pense qu'il y a des enjeux de technologie, oui, de low-tech, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. C'est ce que montre un peu le mouvement de la permaculture. Il y a des low-tech dedans, mais c'est surtout sur comment est-ce qu'on combine les différents domaines de savoir qu'on a. Aujourd'hui, cette spécialisation, on va dire, elle n'est pas du tout efficiente. Société qui n'est pas efficace telle qu'elle est aujourd'hui. Je vais donner un exemple tout simple, peut-être que vous connaissez, c'était Ivan Illich, qui prenait la vraie vitesse d'une voiture. Je ne sais pas si vous le savez, mais une voiture, quand vous roulez 100 km à 80 km/h, vous dites « j'ai roulé à 80 km/h ». Dans les faits, vous avez travaillé pour payer votre essence, travaillé pour payer votre voiture, travaillé pour payer votre garage, votre carte grise, nettoyer votre voiture, et montrer que le vrai temps passé pour une voiture ramenait sa vitesse réelle à du 7 km/h. C'est-à-dire que la technologie était vraiment mal utilisée, c'est-à-dire qu'on crée une carcasse d'une tonne qui est suréquipée pour rouler finalement à 7 km/h. Là où un vélo, sur les mêmes calculs, était plutôt entre du 12 et du 15 km/h. On montre comme ça que notre système, rien que parce qu'il n'arrive pas à intégrer la complexité, et qu'il est forcément si long, on ne fonctionne que sur la vitesse de l'instant T, on ne prend pas en compte le temps qu'on travaille pour payer cette essence qui nous permet d'aller vite, à un instant T. Le fait qu'on change notre regard sur les choses, qu'on réintègre aussi toutes les formes d'externalité sur différents choses, nous permettra sans forcément créer de nouvelles technologies, de mieux les utiliser. C'est tout bête, mais si vous réalisez qu'une voiture est moins rapide qu'un vélo, ça peut bousculer, quoi. Mais aujourd'hui, selon comment on calcule les choses, ça peut être le cas. Finalement, comment faire en sorte, concrètement, pour que la technique reste au service de l'homme et de l'environnement et pas l'inverse? Déjà, je pense que si tu as posé la question, c'est que tu as compris la réponse. C'est-à-dire que déjà, le seul but, c'est de la mettre au service de l'humain et de la nature. C'est inverser un peu les valeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Pierre Rabhi dit « on ne sait pas où on va, mais on y va ». C'est une phrase de Foucault. Et c'est vrai que c'est qu'aujourd'hui,
tous les progrès technologiques sont bons à faire sans avoir à se poser vraiment la question qu'on avait vraiment besoin. En fait, ce qui nous manque, c'est juste un petit peu de réflexion. L'être humain moderne occidental, et aujourd'hui, moi je trouve qu'il réfléchit pas beaucoup, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont finalement pas si compliquées que ça à comprendre. Aujourd'hui, face à des changements technologiques ou techniques, si on arrive à se connecter à des vraies valeurs, qui globalement peuvent être assez universelles, les choix sont assez faciles. C'est pas parce qu'on peut faire la bombe nucléaire qu'il faut la faire. Il y a un choix de la faire ou de pas la faire. Toute innovation n'est pas forcément bonne. Donc il y a besoin de remettre de la conscience dans nos choix, et que finalement les solutions, à mon avis, elles vont vite arriver si on fait ça. Oui, je pense que c'est vraiment l'enjeu, c'est-à-dire de ne pas former que les techniciens, mais de former des gens qui sont capables de réfléchir. Et c'est pas la même chose de résoudre une équation et d'avoir une forme vraiment d'intelligence. Pierre Rabhi dit aussi qu'on est pétri de compétences, mais on n'est pas intelligent. Et je pense qu'il a un peu raison. Moi, par exemple, la question du transhumanisme ou des questions comme ça aujourd'hui, c'est pas parce qu'on peut le faire qu'il faut faire ces choix-là. Donc voilà, moi je suis contre ce genre de choses qui part d'une conviction un peu prométhéenne, c'est le mythe de Prométhée dans la tradition de la mythologie grecque, qui pense que le progrès est une fin en soi. Moi je crois pas que le progrès est une fin en soi. Le progrès c'est qu'un moyen, et qu'aujourd'hui l'être humain a à se désintoxiquer de cette pensée prométhéenne et à créer une autre société qui est basée non plus sur le progrès, mais sur le bonheur, sur l'épanouissement, sur d'autres valeurs. Quelle préconisation du coup du point de vue des universités? Parce qu'on est quand même câblé pour idolâtrer l'objet technique et pas forcément avoir une approche systémique sur ce qu'on fait. Tu parles d'idole. Moi déjà un premier truc que les écoles doivent faire, c'est dans un monde qui est complexe, c'est d'apprendre aux gens à avoir des idées plutôt que des idoles. Être capable en tant que jeune étudiant de pouvoir se faire son propre avis sur le monde, non pas suivre un silo idéologique qui est tracé par notre société ou par nos pairs. Ça c'est essentiel. En plus dans le monde aujourd'hui où la connaissance elle est partout, la connaissance n'est plus tant la difficulté que justement la capacité à faire des choix. Et que pour créer des êtres humains capables de faire des choix, moi je pense que les grandes écoles et les universités, elles ont en particulier à mettre les gens en situation de faire des expériences. La plus-value d'une école, c'est la capacité à servir les étudiants une expérience concrète et pas simplement une expérience virtuelle. C'est-à-dire de les mettre en situation les envoyer dans un village au fin fond de l'Inde et leur demander de se débrouiller face à une situation qui est complexe, pour qu'aussi l'aspect technique, l'aspect culturel, l'aspect social puisse être pris en compte dans la démarche d'un ingénieur ou d'un professionnel quel qu'il soit. Et moi j'ai très bien vécu mes écoles d'ingénieur, quand j'étais à Super Héros j'ai très bien vécu, mais finalement j'en ai gardé ce que j'appelais en cours, mais essentiellement ce que j'ai appris en dehors des cours, au niveau des projets collectifs. J'ai réalisé des voyages d'études dans plusieurs pays, j'ai monté une association, et ça, les écoles d'ingénieurs doivent vraiment rêver à le faciliter, cette capacité de l'entrepreneuriat, de l'innovation, au-delà de répéter les mêmes gestes techniques qu'on apprend devant un tableau ou devant un écran. Pensez que les êtres humains, que les professionnels de demain, les meilleurs seront ceux qui seront adaptables, seront ceux qui auront des compétences humaines. Aussi, moi je crois beaucoup d'ailleurs à ça, former les futurs ingénieurs ou professionnels aussi à être avant tout des leaders et des managers. Des élèves ingénieurs très bons en école, très bons en technique, se trouvent complètement déstabilisés dès qu'ils ont encadré une équipe de 15 personnes. Alors que finalement ils devraient avoir pris ça déjà en partie à l'école. Et finalement tout le côté management qui est la plupart de la vie d'un ingénieur dans sa carrière, souvent, il est très peu enseigné. Et finalement on apprend sur le tas, tant bien que mal, alors qu'il y a des compétences qui peuvent être essentielles. Donc pour ma part, merci Mathieu. Merci à vous, Voilà. bon courage. Très bien.